Bien, l'économie du savoir et de la connaissance pose effectivement encore pas mal d'enjeux et soulève beaucoup de questionnements. C'est clair que quand il y a un nouveau paradigme qui est en plus lié au processus fondamental de création de valeur et de richesse, il ne peut pas laisser indifférent et il ne peut pas non plus être ingéré d'une manière sans douleur, j'allais dire. Ces années de pratique et de réflexion au sein de notre réseau, on peut considérer que nous sommes maintenant à peu près à une décennie et demie de pratique, donc on peut prendre un peu de recul. Et beaucoup de questions peuvent se poser. Alors, les questionnements, bien sûr, certains sont de type plutôt académique, concernent les concepts, concernent les outils qui sont utilisés ou qui ont été utilisés d'une manière prépondérante, puisqu'il y en a beaucoup d'autres. On ne peut pas tous découvrir dans une courte intervention. Il y a aussi, toujours dans cette ère de la réflexion et de la recherche, tout ce qu'on peut dire concernant les modèles ou les canevas qui ont été proposés et qui ont été utilisés à la fois dans les travaux universitaires, mais parfois aussi comme sous-bassement à des travaux plus dirigés pour la décision publique. Et au niveau de l'entreprise, bien entendu. Et bien sûr, dans tout cela, il y a bien entendu la question de ce nouveau paradigme. Est-ce que nous sommes sur une logique de rupture ou est-ce que nous sommes en fait inscrits dans une continuité pour, comme certains l'ont avancé, tout simplement un redéploiement de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme cognitif. Alors sur bien entendu, sur les concepts et les outils, c'est clair que n'a pas encore tranché, en tout cas dans les expériences que nous avons et les études que nous avons faites, d'une manière définitive sur l'économie du savoir ou de la connaissance. Et il y a des travaux qui ont été faits pointus sur la question, qui peuvent être retrouvés facilement dans les références bibliographiques. Mais c'est clair que beaucoup de travaux d'études qui ont été faites ne se sont pas trop embarrassés, notamment par les économistes, de la nuance. Et se sont plutôt attachés à l'analyse, le modèle, la mise en œuvre et les implications économiques. Mais ça pose, bien entendu, des problèmes, bien sûr. Peut-on, puisque nous sommes sur des évolutions, les soubassements théoriques sont différents, les origines, les formes d'appropriation sont différentes. Depuis la réflexion sur les données, sur l'information, jusqu'à maintenant sur la connaissance, il y a eu des évolutions, il y a eu des apports, et tout cela a aidé à clarifier notre vision des choses, mais nous l'avons expliqué dans une intervention antérieure, qu'on commence quand même à cerner le facteur connaissance et surtout comment il peut être intégré dans les modes de création de richesse. Sur l'économie de la connaissance, bien entendu, ça a été dit, avec le temps, on a vu certains modèles
qui sont devenus dominants et qui ont mobilisé des chercheurs et mobilisé des travaux, mais aussi qui ont un impact, qui ont eu un impact sur dans les pratiques. On a déjà parlé du fameux modèle à 4 piliers, où les composants ou les ingrédients principaux de base, on peut dire c'est le modèle générique qui a initié un peu toute cette réflexion, qui met en jeu à la fois ce qui se passe dans la sphère numérique, économie numérique, dans la sphère de l'innovation, tout ce qui est relatif à l'économie de l'innovation, dans la sphère des institutions et dans la sphère de l'éducation et de la formation. Beaucoup de travaux ont été popularisés, cette vision, ceux de Stiglitz, de Karl Dahlmann, puis aussi les travaux évidemment de l'école évolutionniste, de Forêt, de Lundvall, et plus récemment aussi des travaux faits par des praticiens, notamment Aubert, Effers et toute l'école, qui a essayé d'adapter le modèle de Knowledge for Development comme étant un paradigme qui peut impulser une croissance durable en dehors de la logique d'investissement traditionnelle qui, bien entendu, est un peu dépassée par la révolution de l'immatériel. Cependant, ça pose des problèmes, ce modèle, qui, comme je disais, le modèle générique à 4 piliers, en plus, c'est enrichi, puisqu'on y a intégré un 5e pilier, et puis 6e et 7e, jusqu'à la culture, qui a été proposée aussi comme un ingrédient important de l'insertion dans cette économie, parce que les représentations sont différentes, et c'est clair que ça peut jouer un rôle important, vu que la place du savoir dans une société, le rapport au savoir, le rapport à la connaissance, ne sont pas forcément identiques, que l'on soit dans un milieu socioculturel ou dans un autre. Et je pense que cette évolution du modèle générique a été plus impulsée par son implication dans toute la région MENA, qui est Maghreb, Moyen-Orient et Middle East and North Africa, qui a amené les concepteurs à revoir leur copie, à être attentifs aux propositions qu'ont fait les acteurs, et en particulier les décideurs. La recherche y a contribué, mais à mon avis, pas d'une manière massive comme on aurait pu l'attendre. Donc, ces modèles, si bien le générique que celui qui a été enrichi, continuent à poser problème, puisque si on comprend assez facilement que l'investissement dans ce qui est évident, dans le savoir, l'investissement dans l'éducation et la formation, incontournable pour le savoir, dans l'investissement dans la recherche, dans l'innovation, l'investissement dans les TIC, dans l'économie numérique, sont importants. On n'a pas encore une idée très claire comment cette interaction des différents piliers se fait. Quelle est la dynamique et comment est-ce que la mayonnaise peut prendre lorsqu'on met en jeu tous ces ingrédients. Parce qu'il est évident que leur disponibilité seule n'est pas une garantie que ça puisse prendre et que ça puisse donner les effets d'accélération de la croissance et du développement auquel on s'attend. Donc, ça pose encore
question de quelle forme d'interaction, quelles sont les zones grises, quelles sont les zones d'interaction plutôt, sur lesquelles on a encore peu de travaux importants faits pour clarifier les choses. De même que le processus de coordination, quel type de coordination faudra-t-il imaginer pour faire que cette mayonnaise prenne et qu'il y ait les résultats attendus sans qu'il y ait perte de substance. Et les études l'ont largement montré que la disponibilité des ingrédients, et ces ingrédients sont disponibles dans les pays de la région, on trouve le secteur assez dynamique en matière de TIC, on trouve la formation qui a fait l'éducation et la formation qui ont fait des progrès assez substantiels, on trouve des ingrédients ou bien des démarches pour impulser l'innovation et des institutions plus ou moins imbibées de ce processus. Mais quand on voit les résultats en termes de classement, on ne sent pas que la présence seule de ces ingrédients ou l'investissement, les investissements individuels, aussi importants soient-ils, ne sont pas suffisants pour impulser cette dynamique de l'économie du savoir et de la connaissance. Bien, les autres réflexions aussi que l'on peut avoir sont les indices. Bien entendu, les indices ont cette capacité de faciliter la lecture, de faciliter la comparaison, de faire du benchmarking, comme on dit. Mais cependant, lorsque on fouille, bien, il n'est pas aussi évident de trouver la logique de leur agglomération. D'abord qu'on a des indices d'économie de la connaissance qui sont différents des indices de la connaissance. On est passé de 14 à 72, voire plus de variables pour pouvoir saisir un peu tous les aspects de ces différents piliers qu'on a mentionnés. Cependant, qu'est-ce que cela mesure réellement? Est-ce que le fait d'ajouter en permanence des indicateurs aussi hétérogènes les uns que les autres peut contribuer à avoir une vision opérationnelle et une vision cohérente de comment ce processus marche? Ça se pose pour les indices globaux synthétiques, mais ça se pose aussi pour les indices sectoriels, pour les indices pour mesurer l'innovation, les indicateurs, pardon, pour mesurer l'innovation, les indicateurs pour mesurer l'éthique, l'éducation, et les indices concernant les institutions et la gouvernance. Donc, là aussi, on est dans des zones où on n'a pas encore totalement clarifié les choses, notamment lorsqu'on utilise à la fois les valeurs des indices, mais aussi les classements. Et quelle crédibilité donner à ces indices, et quelle crédibilité du coup donner au processus du benchmarking et au classement si à la base on a encore quelques interrogations sur les indices, bien entendu, qui ont forcément été produits pour des pays de l'OCDE, pour les pays développés. Alors faut-il pour autant les appliquer d'une manière aveugle à toutes les économies, quel que soit leur degré de développement? Je n'en suis pas si sûr. Et ça aussi, sont des éléments sur lesquels il y a beaucoup de réflexion. Et bien entendu, ça pose la question de l'application du même modèle, quel que soit le niveau de développement, quelle que soit l'ère culturelle que nous avons. Et bien entendu, et ça pose des problèmes. Et il y a également la confrontation des écoles. C'est clair que cette question de l'économie du savoir et de la connaissance a eu
beaucoup d'adeptes, des disciplines différentes, ce qui est très bien, qui montre la pluridisciplinarité, la nécessité d'avoir des angles d'attaque différents, et la richesse de ce domaine, et ce n'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Cependant, on n'a pas toujours eu une vision très claire de l'angle à partir duquel nous analysons ce phénomène et ce processus. Si je prends par exemple la sphère de l'économique, et c'est clair que les approches économiques qui ont essayé de mesurer les résultats, les performances de l'économie du savoir, ont eu beaucoup de difficultés à choisir un indicateur qui puisse traduire cette contribution. On est bien sûr parti directement pour la mobilisation de la productivité globale des facteurs comme étant l'indicateur qui peut le plus avoir cet ancrage sur ce qui se passe dans l'économie du savoir et de la connaissance. Mais on sent, à travers les travaux, et notamment la littérature crise, parce que un certain nombre de thèses ont été faites depuis, on sent qu'on reste avec un degré d'insatisfaction, savoir est-ce qu'il ne faut pas penser à d'autres indicateurs. Très proche de cela, les approches managériales, qui ont plutôt centré leur analyse sur la gestion de la connaissance, sur le knowledge management, avec toute la révolution que cela peut apporter dans l'organisation et dans la vie de l'entreprise, puisque nous avons effectivement l'arrivée de nouvelles catégories, des travailleurs du savoir, knowledge workers, nous avons des entreprises ouvertes, des systèmes d'innovation ouverts, l'ouverture étant évidemment un éclatement et une multiplicité des acteurs qui participent au processus d'innovation. Nous avons des révolutions dans le système de formation, d'éducation et de promotion, et on réfléchit plus par la compétence que par la connaissance. Et toute cette révolution au niveau managérial, au niveau du management, pose des questions, aussi bien dans les entreprises de manière générale, mais encore d'une manière beaucoup plus, disons, prégnante au niveau des entreprises des pays du Sud, qui en sont encore parfois à rechercher ce statut de l'entreprise classique, conventionnelle, qui fonctionne parfois face à un environnement qui ne leur permet pas toujours de fonctionner avec des résultats probants dans la sphère formelle. Parlons pas de l'informel. Et du coup, ça pose aussi la question de l'informel, puisque l'entreprise, les processus de création de richesse dans la sphère informelle se mobilisent énormément de connaissances et énormément de compétences. Faut-il pour autant les intégrer comme faisant partie du capital, knowledge capital, du capital de connaissances dont dispose un pays pour pouvoir rebondir, pour diversifier les économies, pour multiplier, pour augmenter les taux de croissance, pour faire face à la concurrence mondiale, etc. Et du coup, on est aussi sur des problématiques au niveau des nouveaux modes de management. Il y a beaucoup de progrès qui a été fait dans ce sens. Il participe aussi des travaux encore modestes de la région, à partir essentiellement de travaux universitaires, par des doctorants, à partir d'études de terrain, avec des
échantillons plus ou moins satisfaisants, mais on commence à avancer, et alors se pose aussi la question du niveau intermédiaire, qui ne plus être ignoré. C'est que nous avons aussi sur les territoires des processus et des phénomènes de la connaissance qui interviennent massivement dans la structuration du territoire en tant qu'entité dynamique qui participe à la croissance à la fois du territoire, mais aussi à la croissance globale. Et là, mésoéconomique se pose. On parle de villes, de territoires cognitifs, on parle déjà de territoires et de villes innovantes, on parle également de tous les gisements de connaissances qui peuvent être disponibles sur un territoire, et comment, évidemment, trouver le meilleur mode de les faire interagir au niveau d'un territoire pour dynamiser le territoire, créer de la richesse, le rendre plus attractif, le rendre plus compétitif, et surtout pour qu'il soit un territoire de production de richesse durable et inclusif, qu'il n'y ait pas, évidemment, dans cette dynamique de pans entiers qui soient exclus de cette nouvelle ère de la connaissance. Ça pose une question de fond. Beaucoup l'ont posé à divers titres et sous différentes formes. L'économie du savoir et de la connaissance est-elle une économie pour une élite? La réponse est claire, non. Ce n'est pas une économie qui est destinée simplement aux plus connaissants de la société. Ça, c'est peut-être une vision ancienne, où les savants étaient une catégorie particulière d'un pays donné et dictaient un peu tout ce qui se passait. La connaissance, l'économie du savoir, est une économie du partage. C'est une économie de l'inclusion. C'est-à-dire qu'elle touche toutes les catégories sociales. Elle touche à la fois les gens, les élites intellectuelles, mais elle touche aussi les travailleurs à différents niveaux, touche aussi toutes les disciplines, touche toutes les catégories sociales, les femmes, les jeunes, et implique qu'il y ait un large partage du savoir et de la connaissance pour pouvoir collectivement faire un bond dans le sens de la production de la connaissance, dans le sens de la participation à une économie qui est forcément mondialisée, malgré les tentatives ici et là de pouvoir revenir vers des préoccupations égocentristes, vers des économies fermées qui, bien entendu, sont vouées à l'échec, puisque je pense que nous sommes partis dans un phénomène qui est irréversible. Et se pose la question aussi, évidemment, quand on est dans la décision publique, quand on élabore une stratégie, faut-il commencer par le haut, vers le bas, ou faut-il investir le bas pour pouvoir ensuite remonter? Notre opinion, c'est qu'il faut les deux. Il faut à la fois les États, il faut à la fois la sphère macroéconomique, il faut que ce soit un processus qui soit dirigé, planifié, encadré, mis en musique par les plus autres instances d'un pays. On parle de vision de l'économie du savoir et de la connaissance. Il faut avoir cette vision qui est forcément une vision propre à l'économie, à la société et à la politique mise en place dans le pays. Ça, c'est incontournable. Mais c'est également aussi tout ce qui remonte à partir de la base, c'est-à-dire tous les acteurs à la base, qu'ils soient publics ou privés, que ce soit des entreprises, des petites et moyennes entreprises, ou des entreprises publiques, que ce soit des organisations administratives, des organisations caritatives de la société civile, ont aussi un rôle important à jouer, à mon sens, et même si la question reste posée, quel dosage, c'est clair, quelle forme de régulation, c'est clair, il est important de savoir que c'est cette
interaction, à mon sens, qui est importante pour faire avancer les choses. Bien sûr, on ne peut pas non plus ignorer le fait que les questions ne peuvent pas être communes pour tous les pays et pour toutes les régions. On a parlé de retard. Est-ce que ce retard il est général? Est-ce que les taux de progression vers l'établissement de cette économie